Ils ont perdu les élections tenues en République démocratique du Congo le 20 décembre dernier, ici au pays. Ils continuent de se réclamer d'être dans la résistance, mais dans l'autre temps, ils sont en train d'inviter les uns et les autres à une table ronde pour essayer de recréer la cohésion nationale ici en République démocratique du Congo. Il s'est décidé et la MOCA. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour ce nouveau numéro de votre émission Dites-nous la vérité, le secrétaire général de l'engagement pour la citoyenneté et le développement, le parti cher à Martin Fayulu de Voskitoko. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci. Alors nous sommes à quelques jours de retour. On vous a vu communiquer et en train de continuer quand même à communiquer autour de ce retour de Martin Fayulu. Pourquoi ce retour est si spécial? Qu'est-ce qu'il a de différent d'autres retours? Parce que c'est quelqu'un qui est habitué à partir. Je tiens d'abord à corriger quelque chose dans votre introduction. Nous n'avons jamais perdu les élections. En tout cas, vous ne l'avez pas gagné non plus. Nous avons été victimes d'une délinquance et d'une sauvagerie électorale. Donc, nous sommes les victimes de la délinquance électorale, pas les perdants. Parce que dans ce pays, il n'y a pas eu élection, il y a eu simulacre d'élection. Voilà trop facile. Voilà surtout quand on échoue, on a souvent des arguments comme ça. Nous, si vous aviez réussi, je ne pense même pas que vous auriez parlé de... Nous avons été victimes, comme par le passé. Cette fois-ci, pas d'un braquage, mais d'une délinquance et d'une sauvagerie électorale. Jamais vécu dans l'histoire de ce pays tel qu'on a vécu. Donc, c'était juste une mise au point. Mais alors, Martin Fayulu... Mais on en reparlera hein, tout au long de cette émission parce que les gens ont besoin de savoir. Je suis là pour ça, madame. Je suis là pour ça, poser des questions sans tabou et je vous répondrai sans complaisance. Martin Fayulu, notre président, est en voyage depuis bientôt 2 mois, qu'il a conduit en Afrique et aujourd'hui il est aux États-Unis où il a participé au congrès, à la convention plutôt du Parti démocrate américain. Il retourne au pays. Et nous avons jugé bon pour notre parti, pour notre coalition, d'organiser 2 événements. Le premier, c'est son accueil de l'aéroport international d'Ndjili à Kinshasa le 31 samedi, donc dans 3 jours, jusqu'au terrain Mambenga sur l'avenue communément appelée Entrée Kimbuta. Nous allons tenir un meeting. Donc, il va tenir un meeting que nous appelons de tous nos voeux le meeting de l'unité et de la cohésion nationale. Voilà, donc, si le retour de Martin Fayulu est spécial, c'est parce que nous l'avons placé sous les signes de l'unité et de la cohésion des filles et des fils de notre pays pour sauver la République démocratique du danger de sa disparition comme État et le danger de notre disparition comme nation. On recommence, on avait déjà entamé cette problématique parce que depuis les dernières élections, 6 mois après, on vous a entendu, vous, c'est-à-dire les CID, la MOCA parlait très peu vraiment de ce qui s'est passé. On aimerait bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Par exemple, pourquoi il n'y a pas eu dépôt de candidature au niveau des législatives? Vous vous êtes juste résolu à déposer une seule candidature, c'est au niveau de la présidentielle. Madame, comme on dit dans la Bible, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps et il y a un temps pour toute chose. Je crois que cette étape est passée pour nous. Aujourd'hui, nous avons un problème de la menace de notre existence comme État et comme nation. Mais les gens veulent comprendre. Tout à l'heure, vous avez dit que vous alliez répondre à toutes les questions. On va bien parler de cette nouvelle initiative, peut-être qui n'est pas si nouvelle, c'est diront certains, mais on aimerait bien comprendre d'abord en amont qu'est-ce qui a été à la base, qu'est-ce qui a motivé la non-présentation de vos députés aux dernières législatives. Non, nous en avons assez parlé. Peut-être pas assez. Nous avons réclamé l'audit du fichier électoral par un organisme international ayant des compétences avérées dans la matière pour certifier que le fichier électoral n'est pas corrompu et crédible.
il y a eu un certain nombre de préalables que nous, on jugeait utiles pour un processus électoral transparent, impartial et inclusif. Mais nous n'avons pas eu ça. Ça n'a pas empêché votre président de postuler, en tout cas. Oui, mais c'est cela le problème. À notre niveau, en tant que candidat député national, candidat député provincial, au moment où on exigeait ça, les fraudeurs n'ont pas compris. Ils sont allés avec la logique jusqu'au bout. Mais il est arrivé à un moment donné de ce combat, les princes de l'Église ont appelé le commandant du peuple, Martin Fayoulou, pour lui demander de s'impliquer dans le processus et qu'il y a un mécanisme parallèle qui sera mis en place pour collecter les PV et attester ce que nous appelons la vérité des urnes. Il y a eu des discussions avec les princes de l'Église catholique, l'ECC, et on nous a convaincus qu'il y aura un mécanisme de tabulation parallèle des votes pour attester les vrais vainqueurs. Et c'est comme ça que, sont des députés à la législative. Malheureusement, le niveau de planification de la fraude électorale était tellement avancé que même les princes de l'Église ont été pris à dépourvu et ils n'ont pas pu avoir un seul PV pour attester. Voilà pourquoi nous avons dit, à partir du moment où les machines à voter ont été distribuées à travers la République dans les mains des personnes non autorisées, des surcroît des candidats, à partir du moment où les PV n'ont pas été mis à la disposition ni des témoins des partis politiques, ni les témoins, ni les observateurs, à partir du moment où l'élection prévue dans la loi pour une journée s'est déroulée dans 7, 8, 10 jours dans certains coins, madame, nous avons considéré que nous n'avons pas assisté à l'élection ou aux élections, nous avons assisté à un simulacre d'élection. Et par conséquent, nous ne reconnaissons pas les résultats. On va parler de cette continuation, en tout cas de ce qui s'est passé par exemple en 2018, parce qu'en 2018, vous étiez dans la même posture, mais au niveau interne de votre parti, c'est comme si Devos Kitoko, qui était pressenti candidat député national, provincial, son destin était lié, il a sacrifié son destin au profit du destin de Fayoulou. Qu'est-ce que ça vous a fait de vous voir refuser de postuler alors que, allez, je veux dire, le Big Boss lui-même a dit, tiens, moi j'y vais? Non, je n'étais pas seulement pressenti candidat, mais j'étais favori. En plus, qu'est-ce que ça vous a fait? Je n'étais pas seulement candidat, j'étais favori à gagner l'élection. Mais madame, la démocratie, c'est aussi le respect des décisions collectives que vous prenez en âme et conscience. Nous avons décidé, à travers les organes de notre parti, de vous sacrifier au profit du président. Il n'y a pas de sacrifice. À travers les organes de notre plateforme, la MOUCA, qu'au regard de toutes les données qu'on avait à ce moment-là des dépôts de candidatures des députés nationaux et provinciaux, il n'était pas possible que nous déposions. Il faut assumer, madame, il faut assumer. Le problème de notre pays... Assumer la mauvaise stratégie quand même, la mauvaise jugeote que vous avez eue. Le problème de notre pays, c'est la légèreté. Les gens n'assument pas leurs décisions. Ils n'assument pas leurs convictions. Ils n'assument pas les échecs aussi, hein, c'est le cas avec vous depuis 2018. Nous n'avons pas échoué. Voilà, vous n'assumez pas, vous n'exercez pas, vous n'avez pas le pouvoir, vous n'avez pas le bâton de commandement, mais vous nous refusez d'accepter que vous avez échoué. Mais quand on vous fait un coup d'État, vous ne pouvez pas avoir les bâtons de commandement dans tous les pays du monde. Il y a plusieurs sortes de coups d'État. Il y a des coups d'État constitutionnels, il y a des coups d'État électoraux. Et nous avons été victimes d'une délinquance électorale. Et tout le monde le sait. Est-ce que vous avez déjà pris le temps de vous questionner, de vous re-questionner, de remettre en cause certaines de vos positions qui a pu peut-être contribuer à cet échec que vous refusez d'accepter? Madame, au mois de mars, nous avons organisé un mini-congrès pratiquement. Mais c'était un organe de notre parti qui s'appelle le Conseil national. Les délégués de
33 provinces politiques de notre pays sont arrivées à Kinshasa. Pendant une semaine, nous avons passé en revue tous les fonctionnements de notre parti. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand vous avez dit, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, c'est la délinquance. Non, au niveau de votre parti, on parlera de notre parti. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Si vous voulez savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, nous avons 30 résolutions. On appelle ça recommandations. 30 recommandations qui ont été formulées pour l'efficacité de notre le fonctionnement de notre parti. Et nous avons adopté 10 résolutions politiques. Donc, la restructuration de l'ECD à laquelle vous avez assisté et vous avez vu la publication des nouvelles mises en place, cette publication répond à la demande de toutes les structures de notre parti à la base pour renforcer les actions et l'efficacité des actions de notre parti. Avec des innovations, on a vu que vous avez maintenant un premier vice-président. Il y en a deux. Il y a un vice-président et un premier vice-président. Il y a deux vice-présidents et il y a 2 secrétaires généraux adjoints. 2 secrétaires. Voilà. Et puis on a vu qu'il y a des secrétaires exécutifs en charge, comme si c'était des ministères. Les gens se posaient la question. Le bureau national, madame, le bureau national, c'est le gouvernement SID en miniature. C'est notre gouvernement. Tous les secteurs sectoriels ont à leur tête un responsable. Vous avez un ministre de l'Éducation dans le gouvernement et nous avons un ministre de l'Éducation à l'ECD. Vous avez un ministre de l'Environnement, on en a à l'ECD. Vous avez un ministre de la Justice, on en a à l'ECD. Donc, c'est pas un gouvernement parallèle. Hein? Non, ce sont des Congolais. C'est pas un gouvernement parallèle. Ce sont des Congolaises et des Congolais qui sont préparés. L'ECD, c'est une école, madame, de gouvernance. On les prépare tous demain à ne pas tâtonner comme c'est le cas aujourd'hui. Comme c'est le cas, je vous renvoie vos propos. On va continuer à parler de l'ECD, de ce qui s'est passé. On a vu que vous ne voulez pas trop vous attarder à ce qui s'est passé en décembre dernier. Comment est-ce que vous êtes sacrifié? Alors, il faut qu'on se dise, vous êtes sacrifié carrément pour votre président. Il y a eu des évaluations. Mais vous, comme en 2018, vous continuez de dire que vous êtes dans la résistance. Pourquoi et quelle est la différence qu'il y a entre être dans la résistance et être dans l'opposition? Voilà, madame, avant de répondre à votre question, j'ai l'impression que vous voulez nous sacrifier alors que nous-mêmes... Non, mais on parle des faits. Parce qu'on se rend compte qu'il y a eu des gens qui ont travaillé dur pour essayer de devenir le porte-parole de beaucoup des concitoyens qui subitement ont refusé de déposer leur candidature et ont applaudi de demain le dépôt de la seule candidature de leur président. Si ce n'est pas un sacrifice aussi. Madame, est-ce que depuis l'organisation de ces simulacres d'élection jusqu'à aujourd'hui, quand vous nous regardez, nous les dirigeants de l'ECD, vous avez l'impression d'avoir les gens qui sont sacrifiés? Non. Peut-être essoufflés, on en parlera. Nous sommes des résistants. Et la différence entre la résistance et l'opposition en est que un opposant, c'est quelqu'un qui a été dans une compétition électorale, une compétition transparente, libre, impartiale, où les résultats sont là, connus, acceptés de tous. Il a perdu. Il y a un perdant et un gagnant. Celui qui a gagné dirige conformément à la volonté du peuple. Celui qui a perdu s'incline, félicite celui qui a gagné et accepte de mener ce que vous appelez en termes congolais l'opposition républicaine. À ce moment-là, vous avez un opposant. Mais la résistance, c'est un état d'esprit qui consiste à remettre en cause un système issu d'un braquage ou d'un simulacre d'élection. C'est-à-dire que nous, je suis en train de vous définir pour que les gens comprennent. Je vous en prie. Nous sommes des résistants parce que nous ne reconnaissons pas la légitimité des institutions et des animateurs en place. Et nous n'acceptons pas les résultats de ces simulacres-là. Donc, il n'y a pas eu élection, madame. Lorsque vous braquez un peuple, vous confisquez sa victoire. Lorsque vous distribuez des machines dans les maisons, vous fabriquez les résultats, vous nommez les gens. Lorsque, là où il fallait respecter la loi, présenter les élections en une journée, vous les faites en 7 jours. Lorsque là où on vous demande de donner des PV, vous
caporalisez les PV, vous refusez en termes de stratégie nationale de les donner. Et vous publiez les résultats qui viennent de votre tête par rapport à vos objectifs personnels. Sachez qu'il n'y a pas eu élection et nous, de la résistance, nous remettons en cause l'ensemble de ces systèmes et nous nous battons pour les correctifs institutionnels. Certains risquent de dire, soit vous êtes dans le déni, soit c'est le FCC et Joseph Kabila qui ont une longueur d'avance sur vous. D'un côté, vous avez participé à des scrutins, en tout cas que vous refusez d'accepter les résultats. De l'autre côté, il y a des gens qui savaient déjà, entre guillemets, qu'il allait avoir magouille, qui se sont dit non, mais non, on ne va pas participer. L'une quoi. Vous êtes dans le déni. La politique. Ou vous êtes, voilà, vous avez été pris de court par un certain Joseph Kabila et le FCC. Non, madame, la politique, c'est l'art de la stratégie. Et l'activité politique, c'est l'affaire des meilleurs. Ce n'est pas l'affaire des médiocres. C'est pourquoi ça ne marche pas. Et au niveau de la stratégie, ce sont les spécialistes qui étudient la situation, lèvent les alternatives et prennent les options. Ils décident. Et dans cette décision, nous n'avons des leçons à recevoir de qui que ce soit. Nous avons été autonomes dans notre analyse, indépendants dans notre conception, dans nos convictions. Nous avons pris une décision en âme et conscience. Qui manquait un peu de cohérence quand même, qui continue de manquer de cohérence. Il y a des gens qui le regrettent à notre place. Libre à eux. Ah oui, ils essayent de voir la cohérence de tout ça là. Vous saviez qu'il allait y avoir fraude, mais vous y êtes allé quand même. De l'autre côté, vous avez un Joseph Kabila qui savait, par exemple, qu'il allait y avoir fraude et qui a refusé d'aller. Donc, il y a un problème dans la cohérence. Il n'y a pas de problème, madame. Notre stratégie, dans notre participation à cette élection, c'était de mettre à nu le plan de planification. La planification de la fraude électorale, le plan de la fraude électorale. Si Martin Fayulu n'était pas dans ce processus, les Congolaises et les Congolais ne pouvaient jamais savoir que les machines sont distribuées dans les maisons des gens. Il fallait que le monde entier comprenne qu'est-ce que le groupe au pouvoir était en train de préparer. Vous avez arrêté combien de gens avec des machines? La participation politique a des objectifs précis. Nous avons contribué à démontrer à la face du monde qu'il n'y a pas élection. C'est un simulacre d'élection. En quoi faisant, vous n'avez pas arrêté des gens? C'est la CENI qui elle-même, c'est la CENI elle-même qui, après investigation, a demandé à invalider des gens. La CENI a été contrainte de poser certains actes pour couvrir la mafia électorale qu'elle a organisée et protéger, selon elle, la CENI protégeait la victoire de M. Antoine Félix Tshilombo pour lequel il travaillait. C'était comme ça. Aujourd'hui, là, vous ne pouvez même pas parler de l'élection parce que le monde entier a vu des vidéos, a vécu les messages. Tout a été mis en nu grâce à un homme, Martin Fayulu. En quoi faisant? Qu'est-ce qu'il a fait, Martin Fayulu? Mais ce qu'il a fait, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes dans une crise de légitimité. Et cette crise de légitimité est le résultat de cette stratégie qui a consisté à sa participation pour mettre à nu les plans de planification, les projets de planification de la fraude électorale. N'eût été Martin Fayulu, madame, dans cette course-là, vous ne saurez rien de ce qui était fait. C'était un boulevard. Mais je cherche à savoir ce qu'il a fait pour mettre à nu tout ça. C'était quoi son apport? Qu'est-ce qu'il a eu à faire? Qu'est-ce que vous avez fait? L'apport, c'est que le peuple congolais n'a pas été dupé. Le peuple congolais n'a pas été dupé. Ils ont monté toute la campagne de ce que je peux appeler la ruse, le camouflage, pour endormir, enfumer les Congolais. Mais il y a eu un éclaireur, il y a eu quelqu'un qui voit plus loin, il y a eu un aigle, et qui a permis de bouleverser tout ça et à mettre à nu la planification de la fraude. Vous n'arrivez toujours pas à me dire en quoi faisant. On va continuer quand même à parler de votre parti.
de l'ICD, mais également de la plateforme Lamouka, sur fond de ce meeting que vous envisagez dans quelques jours maintenant, on sent la mobilisation un peu partout, meeting dit de la cohésion nationale. Et là, on a vu Martin Fayulu, qui ne reconnaît pas Félix Tshisekedi comme président, qui se dit résistant et non opposant, mais demander à ce qu'il y ait une table ronde pour la cohésion nationale. Encore une autre incohérence, diront certains. Expliquez-nous comment on peut ne pas reconnaître un pouvoir en place, se proclamer résistant et demander une table ronde. Madame, il faut parfois, on parle français, il faut qu'on définisse le concept. S'il peut y avoir un jour une séance. Vous êtes professeur, je vous l'accorde. Expliquez-nous. Des concepts qu'on utilise, qu'est-ce qu'on entend par incohérence? Madame, en avril 2019, 4 mois après le braquage électoral organisé par M. Kabila et Nanga aujourd'hui à la solde des Rwandais, Martin Fayulu a mis sur la table un plan de sortie de crise, qu'il n'y avait pas d'autres alternatives. La seule solution pour mettre le pays sur les rails, c'était des discussions directes entre principales parties prenantes. Et à l'issue de ces discussions directes, on devait aboutir à des réformes institutionnelles conséquentes. Et ces réformes institutionnelles devaient être animées par un organisme qu'il avait proposé. Oui, il devait être vice-président, on rappelle, hein, où il se disait qu'il fallait créer un poste anticonstitutionnel de la vice-présidence. Ce n'est pas un problème de poste, parce qu'en 2021, Félix a offert le poste à tout celui qui le voulait, et ceux qui en avaient besoin de l'emploi ou d'ailleurs sont allés le prendre. Pas un poste anticonstitutionnel de vice-président de la République. Martin Fayulu n'est pas allé. Et je vous dis que la médiation africaine avait envoyé un délégué à Martin Fayulu pour créer un poste de vice-président et il avait refusé. Donc, ce n'est pas pour le poste. Madame, depuis avril 2019, Martin Fayulu est resté constant dans ses revendications, dans son combat pour le peuple. Il nous faut des discussions entre principales parties prenantes. Et ces discussions doivent tourner. Il avait, à son temps, circonscrit le cadre de ces discussions. Comment résolver la crise de légitimité issue du braquage électoral et comment mettre en place des réformes institutionnelles pour que ce qui est arrivé ne puisse plus se répéter. Mais il n'a pas été entendu. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Vous ne pouvez pas faire la même chose et attendre des résultats différents. Et aujourd'hui, il revient sur la même demande. Et rien n'a changé. Il n'y a que ceux qui sont dans les sommets qui pensent qu'il y a quelque chose qui a changé. Mais ceux qui suivent la politique congolaise savent que cet homme-là, avec son intelligence stratégique, avec l'équipe qui l'accompagne, au niveau de son parti et au niveau de sa plateforme, ils sont restés cohérents. Nous sommes cohérents, madame. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, on dit aux Congolais et aux Congolais, tant qu'on ne sera pas autour de la table pour discuter réellement de tout ce qui se passe, tout ce qui mine, les questions de réforme, les questions de gouvernance, les questions de notre unité, de notre cohésion. Si on ne se met pas autour de la table, madame, vous savez, quand vous êtes chez vous à la maison, un enfant va vous prendre les certificats d'enregistrement. Vous dites non, non, il est en train de blaguer, c'est notre enfant, il ne fera rien, mais faites attention. Vous allez vous retrouver un jour, le petit a déjà vendu la maison et vous êtes mis dehors. Vous faites allusion à quoi? Non, je vous dis qu'il y a un enfant qui est en train de prendre le pays. Nous avons un pays menacé dans son existence physique et dans son existence morale. Le pays est menacé de balkanisation. Notre existence en tant que nation est menacée parce qu'aujourd'hui, sur les 145 territoires, nous en avons 4 qui ne nous appartiennent plus. Nous sommes à 141 territoires. Certains parlent du fait qu'on ait survolé leur espace aérien, en fait.
Voilà, donc nous en est là, en République démocratique du les Congo. territoires de Rutshuru, les territoires de Massissi, les territoires de Nyiragongo et aujourd'hui le territoire de Lubero est entamé pratiquement dans une grande partie. Donc, nous n'avons plus le Congo dans les frontières qui nous ont été léguées par les pères de l'indépendance. Et par Kabila que vous avez eu à combattre aussi. Nous ne devons pas être fiers. Voilà pourquoi. Pourquoi vous refusez de citer Kabila? Voilà pourquoi les commandants du peuple. Kabila n'a pas légué ce Congo, là, reconnaissez-le quand même. Faut pas me reconnaissez, soyez de bonne foi quand même. Il ne faut pas me donner les noms qui vous plaisent. Non, pas les faits. On parle de père de l'indépendance, on parle de Kabila quand même. Madame, je parle des décideurs, je parle du président élu Martin Fayulu Madidi et je parle de notre coalition, la Mouka, le travail que nous sommes en train de faire. Je ne suis pas venu les faits vous dérangent? Non, j'ai dit que les pères de notre indépendance qui nous ont légué un pays. Les pays, au départ, avaient 145 territoires. Et aujourd'hui, nous sommes à 141 territoires. Nous avons perdu 4. On ne peut pas être fiers. Mais comment les gens peuvent manger calmement, dormir calmement, envoyer leurs enfants dans les meilleures écoles, alors que les enfants des autres Congolais sont en brousse et sont sous occupation de l'armée rwandaise et ougandaise. Et personne ne s'en inquiète. Et quand on parle de la cohésion, on parle de l'unité. Se remettre en cause quand même la bataille, se remettre en cause le sacrifice de nos FARDC qui se battent, et vous le savez. Dites que personne ne s'en inquiète, c'est remettre en cause quand même l'apport des FARDC qui sont au front. Je ne sais pas de politique. Les FARDC font un travail impeccable dans des conditions difficiles. Mais je ne sais pas de politique. Est-ce que l'ambiance qu'il y a à Kinshasa, avec le nombre de détournements journaliers et mensuels, vous pensez que les gens sont conscients que le pays est menacé par rapport aux conditions de vie de nos militaires, de leurs femmes et de leurs enfants? Je n'ai pas de politique, madame. Et nous, en tant que politiques, nous avons la responsabilité de raffermir l'unité et la cohésion de notre peuple pour faire face à l'ennemi. Dans l'histoire du monde, aucune famille, aucun pays, aucune nation divisée n'a gagné une guerre. On va continuer à parler de ça parce qu'on aimerait bien connaître la faisabilité. Comment est-ce que vous voyez cette table ronde et cette cohésion? Et puis les téléspectateurs sont en train de voir, je suis tout le temps sur le téléphone parce qu'il y aura un moment où on va vraiment lire certaines questions, certaines réactions auxquelles vous aurez à répondre. Donc je suis en train de regarder, mais on continue avec quelques questions qui me restent avant de regarder sur ce que les gens ont écrit sur les sur les réseaux sociaux par rapport à cette initiative. Sur le plan pratique, comment les CID, la MOCA, voient cette table ronde? Le président élu avait clairement tracé le chemin de ce qu'il entend par la réalisation de l'unité et de la cohésion nationale. Cette activité nationale devait se faire ou doit se faire sous l'égide de nos pères spirituels. Il avait fait appel à la Senko. Il a fait appel à l'ECC. Il a fait appel aux princes de l'Église de réunir les filles et les fils. Nous en avons déjà des modèles. On n'invente pas la roue. La roue existe, il faut la tourner. Nous avons été à la Senko, l'accord de Saint-Sylvestre. Nous connaissons comment ça s'est passé. Donc, nous n'avons pas besoin d'appeler je ne sais pas qui. Nous sommes capables, avec nos pères spirituels, de nous mettre autour de la table, de nous regarder en face. Qui doit prendre l'initiative? Je serais dans les qui et dans le quoi. L'initiative, c'est-à-dire le prince d'Église se réveille et dit on appelle tout le monde? Non, ou il y a quelqu'un qui doit donner le tempo? Mais l'initiative est là. Martin Fayulu a annoncé l'initiative. J'avais suivi dans une interview accordée par les médias locaux, les chaînes de la place, ici, M. Antoine Félix Tshilombo-Dir, on lui a parlé de rapprocher les autres et qu'il n'était pas, il se demandait si Martin Fayulu va prendre sa main. Mais Martin Fayulu a toujours demandé des discussions. Donc cette initiative, c'est au fait la réponse de Martin Fayulu au questionnement du président de la République. Ce n'est pas la réponse. Donc il vient un peu de tendre sa main. Non, ce n'est pas la réponse. Parce que mais Martin Fayulu vient de tendre sa main. En 2019, en avril, je viens de vous le dire, Martin Fayulu réalisait toutes les adresses de Martin Fayulu à la nation. Il n'a cessé de répéter chaque le 30 juin de chaque année
depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, n'a cessé de rappeler qu'il n'y a pas de solution en dehors des discussions directes entre Mais, parties mais on prenantes. aimerait bien comprendre, parce qu'à l'époque de la Saint-Sylvestre, du dialogue de la Cinco, il y a eu un certain Kabila qui a donné mandat aux princes de l'Église, notamment de l'Église catholique. Donc ce ne sont pas les princes de l'Église qui se sont auto-saisis. Et là, actuellement, vous demandez à qui puisse donner mandat à qui. Ou c'est Martin Fayoulou qui donne mandat aux princes de l'Église. Madame, Martin Fayoulou a conçu une idée qui ne date pas d'aujourd'hui. Il a fait un appel. Et les princes... Et un rappel d'ailleurs. Il a fait un appel. C'est un appel à l'unité, à la cohésion. Les princes de l'Église avaient déjà entrepris des démarches. Ça, ne nous voilons pas la face. Donc si aujourd'hui, Tshisekedi appelle Fayoulou et lui dit « Viens, on va essayer de faire cette table ronde-là », vous n'allez pas vous y opposer. Non, vous ne comprenez pas la démarche. C'est là, vous savez, madame, une question donc, bien posée. Tshisekedi doit dire ça aux princes de l'Église et les princes de l'Église vont devoir dire ça à Fayoulou pour qu'il y ait cette table ronde. Moi, j'aimerais bien comprendre. C'est vrai, je peux réfléchir comme un enfant, mais c'est pour mieux comprendre. Oui, madame, moi, j'ai fait la docimologie. C'est la science qui consiste à poser des questions. Une question bien posée contient en son sein la moitié de sa réponse. Il n'est pas question de dire tel appelle tel. Nous disons que les discussions doivent se faire sous l'égide des médiateurs neutres. Et nous avons proposé que ce soit les princes de l'Église. Et l'appel est lancé. Et l'appel avait déjà été lancé. Vous faites vos propositions. Et vous avez entendu de sa bouche M. Félix dire clairement qu'il a été approché par les princes de l'Église. Vous faites un appel. Moi, je pense que les princes de l'Église, auxquels Martin Fayoulou avait déjà parlé plusieurs fois de cette initiative, sont en action. Vous faites cet appel, cette proposition, et vous posez des conditions. Bon. C'est en fait ça, si on résume. Moi, je ne sais pas quelle est la condition que nous avons posée. C'est-à-dire sous l'égide des princes de l'Église. Mais madame, en dehors de princes de l'Église, non, ça ne vous intéresse pas. Quand il y a crise, les parties prenantes font quoi? Ils se réfèrent à un sage. Ça pouvait ne pas être les princes de l'Église, ça pouvait être les Nations Unies, ça pouvait être l'Union africaine, ça pouvait être la SADC, ça pouvait être un président de l'Afrique centrale, ça pouvait être n'importe qui, mais quelqu'un de neutre, capable de mettre tout le monde d'accord, d'écouter, de confronter les points de vue, de dégager une synthèse pour une solution à la crise. Je vais commencer à lire parce que, bon, là, vous avez dit le qui, quoi, c'est recréer la cohésion. Est-ce qu'il y aura des thématiques, vous en avez? Vous allez parler de quoi? Des élections, de la guerre, ou ce sera un fourre-tout? Non, madame, je ne sais pas, les Congolais ont très bien suivi le président élu dans son affaire. Il a parlé de la cohésion nationale de manière un peu générale. Nous avons deux volets de discussion. Le premier volet, comment contrer la menace de la disparition de notre État? Comment contrer notre disparition en tant que nation? Nous sommes en train de disparaître. Allons-nous croiser les bras et disparaître consciemment? Non. Mais nous devons nous interroger. Comment nous sommes arrivés là? Comment avons-nous ouvert une fenêtre aux Rwandais, aux Ougandais, d'arriver jusque là où ils sont aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous avez déjà une réponse. Mais non, selon la doxologie, comme vous venez de le dire. Moi, je ne vais pas faire ces discussions avec vous ici. Mais les acteurs... Ce n'est pas avec nous, avec les téléspectateurs qui veulent comprendre aussi. Les principales parties prenantes, quand ils vont se réunir, ils vont se questionner. Nous n'allons pas soigner la fièvre et laisser les microbes. Ce que nous sommes en train de vivre sont les conséquences. Mais quelles sont les causes? Et nous devons nous interroger. Voilà pourquoi nous pensons que parmi tant d'autres causes que les parties prenantes vont soulever, nous avons un sérieux problème aujourd'hui dans notre pays de ce que nous appelons le consensus sur le mode d'acquisition, d'exercice et de conservation des pouvoirs dans notre pays.
Et donc, ce sont les deux thématiques qui peuvent éventuellement faire l'objet des discussions. Selon nous, oui. Selon vous. Vous parlez, Martin Fayulu, quand vous l'écoutez, il parle d'une table ronde et il évite soigneusement carrément de parler de dialogue. Mais pourquoi? Il y a une différence entre dialogue et table ronde? Les dialogues dans la charge émotive des Congolaises et des Congolais renvoient au partage des gâteaux, au gouvernement d'union nationale. Ce qui n'est pas question pour nous. Il n'est pas question pour les CID et la MOUCA de se réunir autour de la table pour décider de partage des ministères et de formation du gouvernement d'union nationale. Nous n'en avons pas besoin et on n'en veut pas. Nous avons besoin de discuter sur les deux points. Selon nous, s'il y en aura d'autres, on va apprécier parce qu'on n'impose pas. Comment souder l'unité, la cohésion nationale pour sauver notre pays du danger qui les guette? Deuxièmement, comment on est arrivé là? Comment nous sommes arrivés là aujourd'hui? Et comment en sortir d'ailleurs? Voilà, on peut multiplier les questions. Donc nous avons des thématiques précises et nous avons des convictions qu'à travers l'histoire, chaque fois que la RDC a été menacée dans son existence comme État et comme nation, nous avons les sursauts d'orgueil. Nous avons fait tout, mettre nos divergences de côté, nos égos de côté pour sauver notre pays. Non, Madame, moi, je n'ai pas un autre pays. S'il y en a ceux qui en ont 2, 3, 4, nous, de décider, tel qu'on est en train de diriger notre parti, nous n'avons que la seule république là où on avait enterré nos cordons ombilicaux, c'est la RDC, la terre de nos ancêtres et de nos enfants. Il n'est pas question de blaguer avec ce pays. Bah ouais, mais moi j'apprécie ce discours quand vous mettez l'intérêt général du pays au-dessus de vos égos. Ça peut commencer par la reconnaissance du pouvoir du régime existant. Ça pourrait être un bon début et qui sait, un bon signal aussi. Que ces gens sont prêts également à mettre un peu d'eau dans leur vin. Ça peut être un bon début. Des fois, vous voulez prendre un problème comme une solution. Non, mais ça peut être un bon début. Quoi. Non, on ne prend pas un problème comme solution. On ne prend pas un problème pour trouver la Reconnaître solution. Un régime, c'est un problème. Non, j'ai dit qu'on ne peut pas prendre un problème comme solution. Le problème doit être sur la table pour être discuté. On va continuer. Alors là, tout à l'heure, je vous disais que je veux essayer de lire. Alors, je lis la réaction quand même d'un autre membre de l'opposition. D'ensemble, je vais en lire 2 et je vais vous permettre de réagir rapidement par rapport à ça. L'initiative de Fayulu a été écoutée, suivie par beaucoup. Certains ne parlent pas de table et voient carrément que c'est un dialogue que Fayulu demande. Il dit, Olivier Kamitatou dit, quoi qu'on dise, dialogue, négociation ou table ronde, c'est attrape-nigo lancé par le pouvoir ont pour seul but de leurrer une opposition dont certains membres semblent déjà essoufflés. Madame Élisée Odia, je vais m'occuper de cette question et nous allons nous occuper de cette question après l'accueil de notre président. Quelle question de la table ronde ou de votre essoufflement? Non, j'ai dit ceci, ce qui nous qualifie d'être essoufflés. Nous allons nous en occuper après l'accueil de notre président. Nous avons placé le retour du président élu, le retour du commandant du peuple sous les signes de la cohésion et de l'unité nationale. Mais je reviens quand même. Nous n'avons pas vraiment... Non, mais je reviens sur ce que vous avez dit. Vous aviez dit au début que vous étiez disposé à répondre à toutes les questions sans tabou et sans complaisance d'ailleurs. La seule précision que je peux vous donner à ce stade et que l'opinion doit retenir, Martin Fayulu avait pris l'engagement de ne jamais abandonner le combat du peuple. Et il ira jusqu'au bout. Depuis le début de sa carrière politique, jusqu'à ce que le braquage et les simulacres électoraux commencent, Martin Fayulu, madame, n'est pas, je le répète, Martin Fayulu n'est pas un vendeur politique des organes humains pour se faire une santé politique. C'est-à-dire? Je m'arrête là.
vendeurs des organes humains pour se faire une santé politique. Voilà, c'est tout. Retenez ça. Et après son retour, je viendrai pour expliquer. Nous n'avons des leçons des leçons à recevoir de personne. Quelqu'un d'autre dit toujours de Ensemble, mais là, je crois qu'on aura besoin de précision. Quand Hervé Diaké, ses porte-parole de Ensemble, dit « Si nos compagnons, à quoi servira de dialoguer si nos compagnons de lutte restent emprisonnés par un régime issu de la tricherie ?» Là, vous êtes d'accord? Non, madame, vous savez, lorsqu'on va dans des négociations politiques, dont l'objectif est d'obtenir, de réaliser la cohésion et l'unité nationale, les uns aux autres ont des préalables à poser en rapport avec leur situation spécifique. C'est normal, c'est politique. Mais s'opposer à la cohésion, à l'unité des filles et des fils de ces pays, c'est être un collabo de Paul Kagame. C'est être au service de Paul Kagame. Donc tous ceux qui refusent votre dialogue sont des collabos? Non, s'opposer à l'unité et à la cohésion des filles et des fils de la RDC pour sauver la RDC du danger de sa disparition comme État et comme nation, c'est un acte de collaboration avec l'ennemi. Ce sont des collabos des Rwandais qui peuvent mettre des obstacles à la cohésion nationale, à l'unité nationale pour sauver notre pays. Madame, quoi de plus beau sur la terre que de sauver son pays? Qu'est-ce qu'on va léguer? Soit vous avez un plan machiavélique dont vous êtes sûr qu'il aboutira pour vos intérêts personnels. Vous dites qu'on n'a pas besoin de la cohésion, nous savons ce qui va arriver. Soit vous êtes de mauvaise foi, vous ne voulez pas, vous n'aimez pas ce pays, mais un homme sérieux, un compatriote, qui n'est ni bandit, ni stupide, ni crétin, et qui aime ce pays, patriote, ne peut jamais s'opposer à une idée de cohésion et de l'unité du pays. J'espère que tous ces qualificatifs qui ressemblent à des insultes ne visent pas des personnes en particulier, non, parce je parle de manière générale. Voilà, on est quand même au-dessus de ça. Rapidement, on lit certaines réactions des Congolais lambda, si on peut les appeler comme ça, par rapport à cette initiative lancée, ce rappel fait par Martin Fayulu. On dit qu'il s'agit là d'un plan de l'Union européenne. L'objectif de faire entrer Fayulu, Nanga, Katumbi, Kabila, Bisimwa et quelques opposants dans le gouvernement. Réagissent certains. Et il y a d'autres qui disent quand on lui avait tendu la main, il a voulu jouer au gros dur. On ne sait même pas si on doit lui faire encore confiance. Oui, mais le problème des gens ne comprennent pas ce que nous voulons. Ben oui, vous êtes ambigu aussi. Et c'est pourquoi je suis venu. Voilà. Je suis venu répondre à votre appel pour que les gens comprennent. Le commandant du peuple, Martin Fayulu, n'a pas besoin d'un poste dans le gouvernement Chilombo. Le président élu n'a pas besoin de partager les gâteaux. Et le gâteau est déjà pourri. Et quand on lui avait tendu la main avant, pourquoi il a refusé? C'est comme ça. Là, quelqu'un vous pose la question. À l'époque, il n'avait pas parlé, mais son directeur de cabinet, paix à son âme, Pierre Lumbi, qui est membre de l'Assemblée, avait donné la réponse qu'on ne prend pas la main sale. Avant de prendre la main, avant de donner la main, il faut la laver parce que la main est souillée. Actuellement, les mains sont propres. Ce n'est pas Martin Fayulu qui avait répondu. Actuellement, les mains de tous ceux à qui vous appelez sont propres. Ce n'est pas Martin Fayulu qui avait répondu. La faute, c'est maintenant Ensemble. Non, je ne dis pas. C'est l'histoire. Nous faisons l'histoire immédiate, dont les acteurs sont encore en vie. Et ils ont participé pour répondre à l'auditeur. Quand on lui avait tendu la main, nous étions dans une coalition qui s'appelait la MOUCA et qui s'appelle la MOUCA à l'époque avec les acteurs. Et ensemble avec ces acteurs, il y avait un porte-parole qui avait répondu à cette question. Donc, ce n'était pas la faute de Martin Fayulu? Je ne dis pas que ce n'était pas de sa faute, parce qu'à l'époque, on avait une philosophie, on avait un combat ensemble, et la réponse qui lui a été réservée et communiquée par les porte-parole de l'époque, c'était celui-là. Alors, quelqu'un d'autre écrit, pour gagner la guerre contre le Rwanda, il faut réformer notre armée, chasser les infiltrés, investir dans les équipements militaires modernes, faire monter en puissance les forces aériennes. C'est peut-être ça, si on n'a pas besoin d'une table ronde. Mais qu'on les fasse. Mais on n'a pas besoin d'une table ronde. Non, est-ce qu'on les fasse? Qui a interdit de les faire? Mais qu'on les fasse. Si ce n'est pas important de faire la cohésion nationale, l'unité nationale,
de regarder des questions de gouvernance et de réformes dont on a besoin, qu'on les fasse. Quelqu'un d'autre, et là je continue carrément à lire quelques-unes de vos interrogations, parce que là et d'ailleurs dans ce poste, dans cette réponse, on vous a carrément tagué, pour parler de quoi, en répondant à cette proposition de table ronde, qu'est-ce que Félix Tshisekedi doit faire qu'il n'a pas fait? L'opposition ne doit pas faire allégeance au pouvoir pour émettre un avis. Apprenez la vraie opposition, Mbuta Devos, Théa Moutounalou, voilà. Oui, madame, je ne sais pas, les gens confondent la RDC et Chilombo. Chilombo, là vous parlez du président de la République. Ce pays n'appartient pas. Je veux dire, madame, ce pays n'appartient pas à Chilombo, ce pays n'appartient pas à Fayulu, ce pays n'appartient pas à Katumbi, ce pays n'appartient pas à Kitoko. Ce pays appartient aux 120 millions de Congolais. Ce pays ne nous appartient pas comme individus. Les gens blaguent. Est-ce que nous sommes en train de travailler pour faire plaisir à un individu où on a besoin de sauver notre pays? Mais moi, je vous ai dit, madame, que nous, à l'ECD, nous n'avons que la RDC. On n'a pas un autre pays. S'il y a les gens qui en ont 3, 4 et qui pensent que celui-ci peut partir, ils vont aller dans un autre. Nous n'avons que celui-ci. Nous devons nous battre contre vent et marée pour sauver notre pays. Alors, je veux lire peut-être la dernière préoccupation de ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, notamment sur X, anciennement Twitter. C'est déjà autour d'une même table à Luanda. Vous savez, il y a un processus de Luanda à Nairobi. Alors, y a-t-il encore d'autres belligérants comme les CID? Est-ce que vous faites partie des belligérants? Non, madame, nous sommes attaqués. Nous sommes menacés. Une partie de notre territoire est déjà sous contrôle d'un pays étranger, des pays étrangers. Et l'article 63, je crois, si je ne me trompe pas, de notre Constitution, donne l'obligation à chaque Congolaise, à chaque Congolais de défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Et nous pensons que cela n'est pas possible dans la division interne. Il faut renforcer la cohésion, il faut renforcer l'unité. Parlons le même langage. Soyons ensemble. En ce moment-là, regardons-nous en face. La main dans la main, on va chasser les Rwandais, on va mettre hors d'état de nuire les Ougandais et nous allons récupérer notre pays dans les frontières qui nous ont été léguées par les pères de notre indépendance. Je crois que vous l'observez vous-même et qu'on parle de plus en plus de Rwandais, moins en moins d'Ougandais. Pourquoi vous martelez sur l'Ouganda alors que nous tous sommes focus sur le Rwanda? Pour contrôler Bunagana, les supplétifs du Rwanda et les Rwandais sont passés par où? Ils sont passés par l'Ouganda. Et vous pensez que les experts des Nations Unies ont établi noir sur blanc que l'Ouganda est impliqué dans l'occupation de la RDC à travers les rebelles de M23, apporte des soutiens. Il faut être naïf. On parle de ce qui se passe dans la partie est du pays parce qu'on est en train de terminer. Vous parlez de Rwandais, vous parlez de Ougandais, mais il y a également des Congolais qui sont là, notamment Nanga qui venait d'être condamné à la peine de mort. Vous devez être le plus heureux quand même, au regard de ce qui s'est passé en 2018, quand vous parliez de la vérité des urnes, de hold-up électoral dont il aurait orchestré. Aujourd'hui, qu'un Nanga soit condamné à mort, non mais vous devez être content. Bon, madame, moi je crois qu'il faut faire la part des choses. Moi je ne suis pas... Nous ne contrôlons pas l'appareil judiciaire. La justice fait son travail. Nous sommes des politiques. Nous sommes dans un processus politique. Pour nous, M. Corneille Nanga est au service du Rwanda et de l'Ouganda pour balkaniser notre pays. Aujourd'hui, pour sauver notre pays, dont il est utilisé pour sa balkanisation, nous avons besoin d'un front patriotique. Contre même Nanga aussi. Un front des patriotes. Nanga ne doit pas faire partie de la table des négociations. Vous voulez sauver le pays contre la balkanisation. Et celui qui est au tête de la balkanisation, faites quoi? D'abord, là, les Congolais, c'est les Congolais patriotes, se retrouvent ensemble. Ils aplanissent leurs divergences. Et ils forment un front patriotique. Les patriotes se retrouvent ensemble. Et ils font face maintenant à l'étranger. Si les filles et les fils s'égarent
prennent conscience qu'ils sont au service des étrangers contre leur propre pays et qu'ils veulent venir. Les patriotes déjà unis, soudés, dans la cohésion, peuvent voir dans quelle mesure ils peuvent régler ces problèmes. Donc, vous n'êtes pas de l'avis du président Tshisekedi quand il dit « Je ne serai jamais en négociation sur autour d'une table avec quelqu'un comme Nanga ». Non, moi, je ne dis pas qu'on sera sur la table avec un Nanga. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas qu'on ne sera jamais sur la table avec un Nanga. Vous êtes ambigu. Nous nous disons tout simplement, aujourd'hui, on a besoin d'un front patriotique. Vous êtes ambigu. Vous savez comment les gens n'arrivent pas à vous comprendre. Je suis parce que clair, le président madame. de la République, quand il parle, il est clair. Il dit, vous ne me verrez jamais sur une même table avec Nanga. Je ne négocierai jamais. Vous êtes, je ne dirai jamais. Je vous dis qu'aujourd'hui, on a besoin d'un front de patriotes pour sauver la République en danger de balkanisation. Et qui menace la République en danger de balkanisation? C'est le Rwanda qui utilise les personnes que vous citez. Et si nous faisons un bloc patriotique, ce n'est pas pour prendre les supplétifs du Rwanda et les mettre dans le bloc patriotique. Je suis clair. J'espère que ça allait également pour les téléspectateurs qui nous ont suivis. On va terminer cette émission, ce n'est qu'un premier round. Et j'espère que dès son retour, le président Martin Fayulu, qu'on ne doit plus appeler président élu parce qu'il n'a pas été réélu, il n'a pas été réélu aux dernières élections. En 2018-2023, il était peut-être président élu, comme vous aimiez appeler, mais 2023 jusqu'en 2028, on va l'appeler président Martin Fayulu, président décidé, qui peut-être nous donnera l'occasion d'échanger avec lui pour approfondir sur la question. Mais en attendant, un mot pour cette population que vous mobilisez pour son retour. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Voilà, pour la population congolaise, étant donné qu'il y a eu un simulacre d'élection et que nous considérons que l'élection n'a pas eu lieu, il n'y a pas eu des élections au Congo en 2023. Martin Fayulu reste le président élu de la RDC. Il est le commandant du peuple. Jusqu'à ce que nous aurons un processus électoral transparent, un processus crédible, libre, impartial. Et ce commandant du peuple, le président que vous avez élu en 2018, arrive ce samedi 31 août à 9 h. Il descend et il regagne la terre de ses ancêtres par l'aéroport international de Djili. Nous avons prévu de l'accueillir à partir de 9 h, 10 h. Nous les prendrons en liesse populaire à l'aéroport, dans l'unité, la cohésion, la paix, la sécurité, jusqu'au terrain Mambenga, sur l'entrée Kimbuta, où il va tenir un meeting de cohésion de l'unité nationale. Nous avons dit à notre peuple, nous avons dit à nos militants que le retour du président est placé sous l'unité et la cohésion. Nous devons avoir un comportement exemplaire. Tous les infiltrés qui viendront perturber l'arrivée du président et son meeting seront maîtrisés et remis aux forces de sécurité pour s'en occuper. Rassurez-nous, vous avez déjà harmonisé avec l'autorité urbaine? Ça fait des semaines que j'ai écrit à l'hôtel de ville, conformément à l'article 26 de notre Constitution, pour l'informer, et j'ai mis en copie l'inspecteur provincial de la police de Kinshasa et tous les autres services d'intelligence sont informés. Les ministères de l'Intérieur au niveau national, les ministères provinciaux de l'Intérieur et de sécurité sont informés. Donc, nous sommes l'engagement pour la citoyenneté. Nous sommes des citoyens. D'abord, le respect de la loi est notre créneau. Nous sommes des citoyens. On a tout fait pour que ça se passe dans les normes. Et surtout, dans la cohésion, l'unité. Voilà pourquoi, madame, j'ai saisi de cette fin de l'émission pour dire tout le monde, congolaise, congolais, quel que soit votre parti politique, quelle que soit votre religion, nous sommes dans l'unité et la cohésion. Venez accueillir le président élu, venez accueillir le commandant du peuple et venez écouter ces messages. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Mais je rassure aux téléspectateurs, ce n'était pas facile d'avoir le secrétaire général de l'ECID. J'ai dû faire des pieds et des mains, je ne sais pas pourquoi. C'est toujours aussi difficile d'avoir des hommes, de recevoir sur nos plateaux des hommes importants de notre pays. Mais je vous remercie sincèrement
de nous avoir honorés et d'avoir honoré nos téléspectateurs. À vous, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère qu'on renoue avec nos émissions. On se dit au revoir, à très très bientôt. Vous nous suivez sur Bioad, vous nous suivez également sur nos différentes plateformes, notamment notre chaîne YouTube, Élysée Odia TV. Vous pouvez vous abonner et laisser vos commentaires et vos suggestions et nous, on sera toujours là pour vous. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes et à très très bientôt. Je remercie toute l'équipe technique. Je commence à les citer nommément à chaque émission parce qu'ils font un travail exceptionnel. Je m'aurais vraiment... Viendra un jour où on mettra les visages sur ces hommes et ces femmes qui se cachent derrière la caméra pour vous donner ces belles images que vous voyez sur vos écrans et sur vos différentes plateformes. À très bientôt.